Ok, donc on va terminer les cours de virologie euh, avec une considération des pathologies et épidémies virales. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer avec euh, ok, il ne peut pas me le faire. Oula, super qu'il me fait pas un freeze là. Oh génial, j'ai une freeze avec mon truc là, mais ah ok. Ok, donc on va voir quelques généralités sur les infections virales, euh, une introduction à épidémiologie de maladies transmissibles. Ensuite, on va euh, avoir une introduction au concept de neutralisation et les différents sérotypes d'un virus. Et ça va être important pour comprendre le virus de la grippe, la dérive est antigénique et les sauts antigéniques. Et on va se terminer par un peu d'autres exemples de zoonoses et les infections virales hautement pathogènes. Et voilà un regard sur SARS-CoV-2, COVID-19. Donc pour les généralités des infections virales, donc chaque virus doit trouver une porte d'entrée dans l'organisme infecté. Et énormément d'infections virales démarrent aux muqueuses, soit gastro-intestinales, soit respiratoires, soit génitales. Et donc, ces sites d'infection sont liés au mode de transmission du virus. Donc, pour les virus qui provoquent des gastro-entérites, on a une transmission par voie orale. Les virus qui provoquent les syndromes respiratoires, donc on a une transmission muqueuse respiratoire. Et la transmission sexuelle provoque des infections aux muqueuses génitales. Donc la peau est de façon générale une barrière assez efficace contre les infections virales parce que la surface externe de la peau est constituée de kératinocytes mortes. Or, un virus a besoin d'infecter une cellule vivante pour se répliquer. Donc un virus qui arrive à l'extérieur de la peau, de façon générale, ne peut pas vraiment infecter des cellules. Donc certains virus sont capables de infecter des cellules euh, ouais, à la base de l'épithélium via juste des petites microcoupures ou des abrasions. C'est le cas pour les papillomavirus qui provoquent les verrues plantaires ou les verrues sur les mains. Il faut juste des petites lésions pour permettre le virus de rentrer et démarrer une infection. C'est aussi vrai pour certains poxvirus, un truc qui s'appelle le molluscum contagiosum qu'on voit chez les enfants, des petites papules sur le corps, c'est tout à fait anodin. Alors, la plupart des virus qui démarrent leur infection sur un site cutané sont plutôt transmis par les arthropodes, soit des moustiques ou des tiques. Donc ça, c'est le cas pour la fièvre jaune, la dengue et divers fièvres et encéphalites que l'on peut attraper si on va dans les bois, dans la forêt, en sandales pendant l'été. On peut se faire mordre par des tiques et des fois, on peut attraper des fièvres un petit peu exotiques. Alors, transmission par la voie, par le sang, c'est aussi important dans certains contextes, dont la transfusion sanguine a été un vecteur important d'infection par le VIH, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. À vrai dire, avant que ces virus aient été identifiés.
Bon, l'utilisation de drogues injectables avec le partage du matériel d'injection entre personnes, bon, évidemment, c'est un excellent moyen de transmettre un virus d'une personne à une autre. Et de façon peut-être un peu plus, moins fréquente, mais néanmoins ça arrive, c'est la greffe d'organes ou de tissus comme la moelle osseuse peut aussi transmettre le virus. Parce que surtout avec le virus Epstein-Barr ou le cytomégalovirus qui font partie des herpes viridae. Si vous vous souvenez bien, les herpes viridae sont les maîtres du cycle latent chez les virus des mammifères. Donc on peut avoir une infection latente dans les cellules du tissu que l'on va greffer sur quelqu'un d'autre. Et dernier mode de transmission qui est extrêmement important pour certains virus, c'est la transmission mère-enfant. Donc il peut avoir lieu à différentes étapes, soit dans l'utérus, donc pendant la grossesse, soit en périnatal pendant l'accouchement, parce que pendant l'accouchement, l'enfant, le bébé va être en contact direct avec le sang et la sécrétion vaginale de la mère, et c'est un mode de transmission important du VIH. Okay, donc la plupart des transmissions mère-enfant du VIH, c'est pas pendant la grossesse, c'est pendant l'accouchement, avec la muqueuse buccale de l'enfant qui est directement en contact avec le sang de la mère qui peut être avoir une charge virale élevée. Et dernièrement, l'allaitement peut aussi être une sorte de transmission de virus de la mère à l'enfant. Alors, pour n'importe quelle infection virale, il est très important de connaître le mode de transmission de ces virus, parce que c'est ça qui va conditionner la mise en place d'une stratégie de prévention d'infection efficace. Donc il faut que ce soit adapté au mode de transmission du virus. Donc c'est pas la peine de porter un masque pour prévenir l'infection par le VIH. Ça ne va pas être très efficace. Et à l'inverse, porter un préservatif, ça ne va pas lui aider à lutter contre le Covid-19. Okay, donc il faut adapter les mesures de lutte contre la transmission au mode de transmission du virus. Donc ça c'est très important. Alors une fois que le virus arrive sur le site initialement infecté, il peut arriver deux choses. Il peut installer une infection localisée. Dans ce cas, la réplication va se restreindre au site initial de l'infection. Il n'y aura pas de passage du virus dans le sang, donc c'est-à-dire pas de virémie. Et ces infections locales sont caractérisées de façon générale par une période d'incubation courte. La période où la phase d'incubation, c'est la durée ou le laps de temps entre l'infection et l'apparition des symptômes. Donc typiquement, des rhumes, le virus de la grippe, la phase d'incubation sera 2 ou 3 jours. Ou pour une gastroentérite par un rotavirus ou par un norovirus. Le temps d'incubation, vous êtes infecté, 48 heures, 72 heures après, vous êtes malade. Et les symptômes sont liés à la réplication du virus au site initial de l'infection. Alors, en contraste, certains virus instaurent des infections systémiques ou généralisées. Dans ce cas-là, l'organe cible, c'est-à-dire là où les symptômes vont se déclencher et être visibles, est à un site distant du site initial de l'infection. Et pour arriver à cet organe cible, le virus doit passer dans le sang. Donc on a une phase virémique à chaque fois qu'on a une infection systémique ou généralisée. Donc les phases d'incubation sont plutôt longues, plusieurs semaines ou des fois plus d'un mois. Et les exemples que l'on a ici sont par exemple le VIH, donc le site initial de l'infection, c'est la muqueuse génitale.
L'organe cible, ce sont des organes lymphoïdes secondaires. Et en fait, ça va prendre. Bon, en fait, on a un syndrome et ça sera associé avec une faute virémique. Le virus de l'hépatite A, donc le site initial de l'infection, c'est la muqueuse intestinale. L'organe cible, c'est le foie. La rougeole, site initial de l'infection, ça va être la muqueuse respiratoire. Le virus se réplique un petit peu localement, ensuite il passe dans le sang, il se réplique dans la rate, dans le foie. Il y a une viremie très importante avec des cellules infectées qui se logent sous la peau, et c'est ça qui va donner des boutons et les lésions partout sur le corps, dans la peau. Et ce sont ces lésions-là qui vont apparaître 2 semaines après l'infection à un site distant du site initial de l'infection. Donc voilà, infection généralisée ou infection localisée. Donc, alors, la plupart du temps, quand on dit quand on pense à une infection virale, on pense à quelque chose qui a une durée limitée dans le temps. Donc typiquement, j'étais pas bien la semaine dernière, j'ai eu un virus, un truc comme ça. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on a notre infection ici, à temps 0. On a la réplication du virus pendant la phase d'incubation. Et puis, on a des symptômes qui durent pendant un certain temps et après, on va mieux. Alors, ça, c'est typiquement le cas pour les virus qui provoquent des rhumes, les adénovirus, les rhinovirus, ou des virus qui provoquent des gastroentérites. C'est également le cas pour le virus de l'hépatite A. C'est un virus qui donne des infections aiguës et pas des infections chroniques. Donc, à côté de ça, on a certaines. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une infection virale aiguë. Donc, on a une infection, un pic de réplication virale, des symptômes, et puis ça disparaît. Alors, certaines infections aiguës peuvent être caractérisées par des symptômes qui deviennent très très sévères et finalement provoquent la mort de la personne infectée. Et donc, on a par exemple le virus Ebola Zaïre ou la rage. Si on est infecté par ces virus-là, on a peut-être plus de 50% de chances d'être tué par l'infection. Donc ça, ce sont des infections virales hautement pathogènes. Et entre ces deux extrêmes, les infections virales qui tuent personne ou les infections virales qui tuent presque tout le monde, on a un spectre de pathogénicité avec le virus de la grippe ou le SARS-CoV-2 qui est un peu entre les deux, quoi. On va avoir 1%, 0,1% de taux de mortalité. Alors ça, c'est pour les infections aiguës. À côté de ça, certains virus provoquent des infections persistantes. Et chez les infections persistantes, on a 2 cas de figure. Dans le premier cas, on a ce qu'on appelle les infections latentes, qui sont caractérisées par une primo-infection. Le virus arrive et infecte la personne pour la première fois. Il y a un pic de réplication et il y a des symptômes, mais qui disparaissent. Et d'apparence, le virus semble avoir été éliminé. Mais en fait, il persiste sous forme latente quelque part dans le corps. Et périodiquement, des années ou voire des décennies après, la réplication active du virus peut être réactivée. Et donc, on a à nouveau des pics de réplication du virus avec des symptômes qui vont réapparaître. Et donc, typiquement, ça, c'est le cas pour les herpesvirus. Le virus herpes simplex, cytomégalovirus ou le virus de la varicelle. Si vous avez votre grand-mère qui a un zona à l'âge de 70 ans, c'est le même virus qui l'avait infecté quand elle avait 4 ans à la maternelle, qui est resté sous forme latente pendant tout ce temps-là. Alors, à côté de ça, on a des infections virales chroniques. Donc, pareil, on a une primo-infection avec une pic de réplication virale, les symptômes aigus.
qui disparaissent ou qui s'atténuent, mais on maintient une réplication active du virus pendant toute la durée de l'infection, pendant des années et des décennies. Donc, la réplication est active et on peut avoir des symptômes qui reviennent, qui ont tendance à devenir de plus en plus sévères, et puis finalement, ça peut finir par vous tuer. Donc ça, c'est typiquement le cas de figure des virus des hépatites chroniques, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Donc on a une réplication en continu du virus dans le foie, avec petit à petit votre foie qui finira par être détruit. Donc ce processus dure très très longtemps. Pour le virus de l'hépatite C, si vous n'êtes pas soigné, vous avez probablement 50% de risque d'être tué par votre hépatite C chronique. Et les autres 50%, ça vous mourrez par crise cardiaque, cancer ou accident de la route ou quelque chose comme ça, comme tout le monde. Donc ça, c'est aussi le cas pour le VIH chez les personnes non traitées. Donc on a une réplication active du virus en continu avec petit à petit la destruction de votre système immunitaire. Et on a quelques virus qui sont un petit peu entre les deux. Et on pourrait aussi mettre le VIH dans cette catégorie avec une sorte de maintien de réplication active en continu, mais aussi un fort composant de latence. Donc ça, c'est un peu l'étendue de différents types de pathologies qui peuvent être provoquées par des virus, plus ou moins pathogènes et plus ou moins de longue durée. Alors, ouais, avec ces 2 dernières années, on a l'habitude d'entendre beaucoup de statistiques liées à l'épidémiologie de maladies transmissibles. Donc, je pense que c'est utile de regarder un petit peu ça. Et une chose qui était très utile pour comprendre la progression des épidémies virales aiguës, c'était des modèles, ce qu'on appelle des modèles SEIR. Je n'ai pas recopié le truc là. Donc, dans ce type de modèle, on considère que on a 4 catégories de hôtes ou de personnes en fonction de leur statut vis-à-vis du virus. Une personne qui n'a jamais été infectée est considérée comme étant susceptible à l'infection. Donc ça, c'est le S. Si on vient d'être infecté, mais on n'a pas encore développé des symptômes, on est exposé au virus, ça c'est E. Si on a des symptômes et on peut transmettre le virus, on est infecté et infectieux, ça c'est I. Et puis une fois qu'on récupère après l'infection, on devient immune et on est récupéré après l'infection, ça ce sont des individus R. Donc ce qui se passe dans une population de n égale 100 individus ici, représentés par mes petits carrés, on a un nouveau virus qui arrive dans une population totalement vierge, donc on commence avec une personne exposée et 99 personnes qui sont susceptibles. Donc ce virus-là va entamer un cycle de transmission. Donc au bout du prochain cycle, cette personne-là est infecté et infectieux et il va infecter 3 autres personnes. Donc on a une personne infectée et 3 personnes exposées, 96 personnes susceptibles. On passe encore un cycle de transmission. Notre première personne infectée maintenant est récupérée ou résistant à l'infection, R également. Mais les 3 autres, eux, ils ont transmis le virus à 3 nouvelles personnes. Et petit à petit, notre épidémie se répand dans la population. Et à la fin, on a de plus en plus une part de plus en plus importante de la population qui a récupéré de l'infection, qui devient résistant à ce virus. Donc, voilà, j'avais mis à la fin, là. S-E-I-R, récupérer, recovered. Donc, si on met les chiffres de nombre de personnes infectées de nouvelles infections par cycle de transmission sur un graphe,
Ce que l'on voit en ligne bleue, c'est le nombre de nouvelles infections par jour. On a un pic épidémique. Et en rouge, ça c'est le nombre d'infections totales cumulées, et en vert, c'est le nombre d'infections guéries cumulées. Donc à la fin de notre pic épidémique, pratiquement tout le monde a été infecté et tout le monde a récupéré et devient donc résistant. Et donc ça c'est vraiment le modèle pour expliquer pourquoi on a ces pics de transmission. Pendant cette partie-là, bon, le virus trouve toujours beaucoup de nouvelles hôtes à infecter. Sur la phase descendante, il y a de moins en moins de hôtes susceptibles dans la population. Et l'épidémie finit par disparaître. Alors, ces modèles-là sont très très bons pour expliquer les épidémies d'infections virales aiguës et qui sont suivies d'une immunité durable. C'est-à-dire, on est infecté une fois et ensuite, on résiste pour le reste de sa vie. Donc, typiquement, la rougeole, le varicelle, les orients, des virus pour lesquels on a de bons vaccins qui préviennent des infections sur plusieurs décennies. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la fin d'un pic épidémique? En quelque sorte, ça dépend de la taille de la population hôte. Dans une petite population isolée, ce qui va se passer, c'est que le virus va finir par infecter tout le monde, mais à la fin, il ne trouve plus personne à infecter et le virus, il va disparaître. Et donc, on a observé ça dans plusieurs cas d'infection sur des îles. Donc, le cas, vraiment, la première fois où on a eu une épidémie virale décrite dans la littérature scientifique, c'était une épidémie de rougeole sur les îles Féroé au XIXe siècle. Donc, petite population très isolée, avec tout le monde qui était susceptible au départ, tout le monde l'a chopé, et puis après, le virus a disparu. Aussi, on a des chiffres pour une épidémie dans une île au Pacifique au début du XXe siècle. Et ces données ont été réanalysées 100 ans plus tard. Et donc, on a exactement ça. Ça, c'est le nombre de cas. Non, ça, c'est le nombre de morts par rougeole, pas le nombre de cas, en fonction de la date. Donc, on a une pic épidémique, et puis après, le virus disparaît parce qu'il n'y a plus personne de susceptible. D'ailleurs, le taux de mortalité ici, c'était quelque chose comme 12%. Okay, donc ça, c'est pour vous montrer que le virus de la rougeole, c'est pas un truc anodin. Lorsqu'il arrive dans une population qui avait aucune immunité préexistante et que le virus a infecté beaucoup d'adultes, le taux de mortalité était très très élevé. Aussi, une population qui n'a pas adapté avec le virus sur de nombreuses générations. Donc, il était super susceptible sur le plan génétique et immunologique. Mais néanmoins, à 12%, c'est vraiment très fortement pathogène. Donc, sinon, si on a une grande population, si le virus circule dans une grande population, il finit par infecter tous les adultes, mais il y a toujours des nouvelles hôtes qui apparaissent à cause des naissances. Donc les virus trouvent toujours des enfants infectés qui sont susceptibles à l'infection. Et c'est ça qui donne des maladies d'enfance avec des pics épidémiques d'année en année. Et les données que j'ai trouvées ici, c'était la varicelle en Italie avec les pics épidémiques chez les enfants tous les ans. Donc le virus persiste dans la population parce que la population est suffisamment grande pour toujours fournir suffisamment de nouvelles personnes susceptibles. Et évidemment, lorsque des enfants sont en collectivité, on met ensemble beaucoup de hôtes susceptibles à proximité. C'est vraiment à l'âge de l'entrée en crèche ou maternelle qu'on a la plupart des maladies d'enfance qui se déclarent. Ok, donc ça c'est des modèles SEIR. Ah non, mais j'ai pas refait moi. Ok, moi je vais. Ok, donc dans notre petit modèle ici, ce qu'on avait initialement, on avait une personne qui a infecté 3 autres. Donc ça c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction de l'infection virale. Donc le numéro R. Et
la valeur de ce numéro R varie pendant l'épidémie. Parce que et R0, c'est le taux de reproduction initial du virus dans une population qui est composée de 100% d'individus susceptibles. Donc, dans notre exemple ici, on avait une personne qui a transmis l'infection à 3 autres personnes, donc la R0 était égale à 3. Et pour n'importe quelle maladie transmissible, si cette valeur de R est inférieure à 1, l'infection va disparaître. Donc si on a 100 personnes infectées et la valeur de R c'est 0,8, au prochain cycle de transmission, on n'aura que 80 personnes infectées. Et ensuite 64 et petit à petit, le virus va disparaître. Donc en fait, c'est très important pour n'importe quelle maladie transmissible d'essayer d'avoir une idée de ce numéro de R0 parce que cela conditionne la proportion de transmission qu'il faut bloquer afin d'éliminer l'infection. Donc si on a une infection avec un R0 entre 2 et 3, bon, il faut juste bloquer 50 à 67% des infections et puis c'est ça qui va suffire pour diminuer le R0 à R en moins de 1 et le virus va disparaître. Pour la variole et la rougeole, ça c'est un vrai problème parce que les R ici sont super élevés. Donc pour un virus comme la rougeole, c'est probablement le virus le plus contagieux que l'on connaisse, il est vraiment impossible de contenir ou limiter ces épidémies par des mesures de contrôle, laver les mains, ne pas voir trop de monde, etc. Parce qu'on n'arrivera jamais à bloquer 95% des transmissions. Donc c'est pour ça que la vaccination, c'est la seule moyen efficace vraiment de lutter contre cette infection-là en particulier. Alors pour le SARS-CoV-2, donc on a eu plusieurs estimations en début de 2020 avec une médiane de 2,8. Je pense que c'est probablement sous-estimé parce que c'était déjà plus transmissible que le SARS-CoV-1 qui a provoqué une petite épidémie en 2002-2003. Et pour l'Omicron, j'ai pas mis ça, mais l'Omicron, les estimations des R0 pour Omicron, c'est certainement supérieur à 3 ou 4. D'accord? Donc, on a la nouvelle variante est certainement plus infectieuse. Alors, d'autres types d'informations qui sont importantes pour comparer la pathogénicité des infections virales sont des chiffres qui sont les taux de mortalité par cas et les taux de mortalité par infection, le CFR et les IFR, qui sont deux choses différentes. Donc le CFR, c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre de cas cliniques. Et l'IFR, c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre total des infections. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de définir le CFR parce que les cas cliniques, on peut les détecter. C'est-à-dire quelqu'un est suffisamment malade pour aller voir le médecin et le médecin dit « Ok, vous avez la rougeole, monsieur, ou vous avez la variole. » Tandis que les infections asymptomatiques, bon, dans la plupart des cas, on ne les voit pas, quoi. Donc on ne peut pas les compter facilement. Alors ici, donc j'ai sorti quelques données sur les CFR, les différentes infections virales. Donc le virus Ebola Zaïre, au cours de la très grande épidémie en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, presque 30 000 personnes infectées, plus de 11 000 personnes tuées par le virus, donc le CFR, 40%. Très très élevé et vraiment super dangereux comme virus. La variole en Inde, dans les années 1970, c'était une étude de 3000 cas hospitalisés, donc on avait plus de 900 décès, donc avec un CFR de 30%. Mais la population de base était déjà assez malade, hein, c'était des cas vus à l'hôpital. La rougeole, encore ce virus, il y a eu une très grande épidémie en République démocratique du Congo en 2019, plus de 300 000 personnes infectées, 6 000 décès, donc le CFR 1,9%.
principalement de jeunes enfants. Donc, et finalement, un comparateur pour le SARS-CoV-2, la grippe. Tous les hivers, on a une transmission de la grippe en France, et puis le nombre total des cas, comment ça s'appelle, l'Agence France Santé Publique, un truc comme ça, essaye de répertorier tous les cas et tous les décès par un système national où les médecins remontent un petit peu les statistiques du nombre de personnes qu'ils ont vues avec syndrome grippal, et les labos testent pour savoir combien de ces syndromes grippales sont vraiment provoqués par le virus de la grippe. Donc là, on avait 2018-2019, dernière année avant le Covid-19, on avait 1,8 million de cas, 8000 décès et un CFR de 0,45%. Et ça, c'était une année assez normale, hein. On pouvait avoir le double de ça. Alors, évidemment, principalement les personnes âgées ou les personnes avec comorbidité ou très jeunes nourrissons. Ok, donc d'autres statistiques importantes en épidémiologie, ce sont les notions de prévalence et incidence. Donc prévalence, c'est le nombre, la proportion de personnes avec une infection à un moment donné, et l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par unité de temps. Un autre truc qu'on voit des fois, c'est les attack rate, donc la proportion de la population qui a été infectée pendant une épidémie. Donc, pour la rougeole sur une petite île, le attack rate, il va être 100%. Le attack rate pour le virus Ebola Zaïre, ça va être les 30 000 cas divisés par la population des pays touchés. Donc, on tient moins de 1% pour cette épidémie-là. Alors, prévalence, incidence, les chiffres peuvent être très très différents, surtout lorsqu'il s'agit d'infections chroniques. Donc, pour le VIH, par exemple, en Afrique du Sud, on a 7,7 millions et demi de personnes séropositives, et donc la séroprévalence c'est 19%, l'incidence c'est 240 000 cas par an ou 0,4% de la population infectée par an. Royaume-Uni et France, on est plutôt dans ces chiffres-là. Ok, donc ça c'est assez différent. Ok, donc ça c'est la partie statistique de la présentation. Alors, la résistance aux infections. Lorsqu'on récupère d'une infection virale aiguë, on développe une réponse immunitaire dirigée contre le virus, avec d'abord la mobilisation de réponse immune cellulaire, les lymphocytes NK, les lymphocytes T cytotoxiques, qui vont éliminer des cellules infectées. Et c'est principalement la réponse immune innée et la réponse immune cellulaire qui va contrôler l'infection aiguë et éliminer le virus. Ensuite, on a la mise en place de la réponse humorale, c'est-à-dire l'apparition d'anticorps spécifiques du virus. Donc ça, c'est là pour juste nettoyer les dernières particules virales qui circulent. Et aussi, ce sont des anticorps qui sont responsables de l'immunité à long terme contre les infections virales. Alors, ce que l'on remarque, c'est que les infections, je dis ponctuelles, c'est-à-dire les infections que l'on attrape une fois et on acquiert une immunité à long terme, sont caractérisées par la présence ou l'existence d'un seul ou d'un nombre limité de sérotypes du virus. Tandis que chez les infections récurrentes, les virus qui provoquent des rhumes, adénovirus, rhinovirus ou influenza, on a un nombre de sérotypes très important. Donc pour les adénovirus, on a une cinquantaine de sérotypes distincts, pour les rhinovirus, plus d'une centaine. Et un sérotype, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre deux sérotypes, les anticorps qu'on développe ne vont pas reconnaître de nouveaux sérotypes, en gros. Tandis que pour ces infections virales ici, toutes les souches du virus peuvent être neutralisées par les mêmes anticorps. Donc il y a un seul sérotype. Une autre chose qu'on peut remarquer ici, là, c'est que
variole, rougeole, orion, varicelle, virus de la poliomyélite, il existe des vaccins efficaces contre ces virus-là. Il n'y a pas de vaccin contre les rhinovirus ou les adénovirus. C'est impossible parce qu'il y a trop de sérotypes, on ne peut pas les contrôler. Et d'ailleurs, les infections elles-mêmes ne sont pas suffisamment sévères pour mériter la production d'un vaccin. Ok, donc j'ai parlé ou j'ai évoqué l'idée de la neutralisation, mais ça c'est quelque chose que l'on mesure expérimentalement en culture cellulaire. Donc pour mesurer le titre neutralisant d'un sérum, d'une personne qui a été infectée par un virus et puis qui l'a éliminé et puis a développé une réponse immune et des anticorps spécifiques contre ce virus, ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer une dilution du sérum. On va rajouter ces dilutions de sérum aux cellules ensemble avec une dose constante du virus. Ensuite, on met dans l'incubateur et au bout de quelques jours, on va identifier les puits avec un effet cytopathogène. Alors, lorsque le sérum est très dilué, le virus arrivera à infecter des cellules. Donc, on aura 6 puits sur 6 avec ECP ici. Lorsque notre sérum est concentré, les anticorps dans le sérum vont se fixer sur les particules virales et bloquer l'infection. Et avec ça, on va pouvoir construire un graphe avec la proportion de puits avec un ECP en fonction de la dilution du sérum. Et on va mettre le titre neutralisant, c'est la dilution ou l'inverse de la dilution qui permet à bloquer 50% des infections. Donc c'est un peu comme un IC50 pour un médicament, quoi, si ça vous dit quelque chose. Donc c'est exactement ça. Donc ici, on a bloqué 1 sur 40. Non, on a bloqué 50% des infections avec la dilution 1 sur 40 ici. Donc le titre neutralisant de ce sérum est 1 sur 40. Ok, les sérotypes, ça veut dire quoi? Si on a deux souches du même virus, le virus A et le virus B, deux souches de rhinovirus par exemple, on va prendre le même sérum, on va le diluer et on va mettre des cellules en contact avec le virus A ou le virus B. Ici, on voit que notre sérum va neutraliser la souche A, mais le même sérum ne neutralise pas la souche B, parce que les cellules sont infectées, quelle que soit la dilution du sérum. Et donc, dans ce cas-là, les souches A et B sont de différents sérotypes neutralisants. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se faire réinfecter par le rhinovirus, par les adénovirus, parce qu'on va développer des anticorps qui vont être spécifiques de notre adénovirus de type 5. Mais en fait, si on est infecté par un adénovirus de sérotype 22, ces anticorps-là ne bloquent pas l'infection. On est infecté, on développe des symptômes. Alors, donc, comment ça marche des anticorps neutralisants? Principalement, mais pas uniquement, ils vont bloquer l'interaction entre la protéine d'attachement viral et son récepteur. Donc ça, c'est si vous imaginez votre virus comme ça, hop, avec une glycoprotéine d'attachement, les anticorps vont venir ici, vont bloquer et empêcher l'interaction avec son récepteur. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir l'attachement et l'entrée du virus. Ah oui, point important, ou le corécepteur. Un autre mécanisme de neutralisation, c'est d'empêcher les domaines de fusion de se déplier et médier l'entrée virale. Donc, par exemple, pour VIH, pour le virus de la grippe, on a deux domaine d'attachement sur le récepteur et domaine de fusion. On peut avoir des anticorps neutralisants qui se fixent ici, qui vont bloquer la fusion membranaire entre l'enveloppe virale et la cellule hôte.
Une chose qui est aussi importante, c'est que des anticorps peuvent être sécrétés aux muqueuses, notamment des IgA. Et donc, c'est ça qui va empêcher le virus d'infecter les premières cellules. Donc ça, c'est les premières cellules susceptibles au site initial de l'infection. Un autre truc, tous les anticorps ne sont pas neutralisants. Donc, on peut avoir des anticorps qui vont se fixer quelque part, mais en fait, ils ne vont pas empêcher des interactions fonctionnellement importantes pour l'infection virale. Donc, des fois, on peut être séropositif pour un virus, mais en fait, on n'a pas d'anticorps neutralisants et on reste susceptible. Ok, donc, virus de la grippe. On va regarder ça. Virus de la grippe, pathologie zoonose, et on va faire SARS-CoV-2 dans la dernière heure là. Alors, pour le virus de la grippe, alors si on est infecté, on a un site initial de l'infection aux muqueuses respiratoires, une période d'incubation courte, 2 ou 3 jours, et les symptômes vont être fièvre, fatigue, myalgie, maux de tête, tout, pas forcément, et pas vraiment le nez qui coule. D'accord? Donc syndrome grippal, c'est vraiment fièvre, myalgie, fatigue. Ça va durer 3 à 5 jours. Ensuite, vous allez être mieux. Mais bon, vous pouvez vous sentir un peu fatigué pendant 2 semaines, voire plus. Donc ça, c'est une infection banale par le virus de la grippe. Dans certains cas, on peut avoir une pneumonie, bronchite ou une otite virale. Donc le virus, il ne va pas rester restreint aux voies respiratoires supérieures, mais il va passer dans les poumons ou à l'oreille interne. Et on peut aussi avoir une surinfection bactérienne. Donc en grippe plus Streptococcus pneumoniae ou Haemophilus influenzae, ça peut être, c'est plus grave. Donc pour la grippe saisonnière, chez des adultes de moins de 65 ans, on considère qu'un tiers ou jusqu'à la moitié des infections sont asymptomatiques. Et les personnes qui sont à risque d'avoir des formes sévères, voire mortelles des infections, ce sont des personnes âgées et des très jeunes enfants. Donc, des très jeunes enfants n'ont jamais été infectés, donc ils sont susceptibles. Et les personnes âgées, bon, ils commencent à accumuler d'autres cofacteurs de risque comme maladies cardiovasculaires, diabète, des choses comme ça. Et en plus, le système immunitaire commence à être un peu fatigué. Donc c'est pour ça que ce sont des personnes âgées qui doivent se faire vacciner tous les ans. Et bon an, mal an, on a un CFR de moins de 1% pour la grippe saisonnière. Donc on a vu tout à l'heure, c'était 0,45% en 2018-2019. Alors le virus qui provoque ça, donc on a différentes espèces de virus de la grippe et différents sérotypes. Donc on a actuellement qui circule le virus de la grippe de type A H1N1, type A H3N2 et les souches de virus de la grippe de type B. Et ces 3 types sont incorporés dans le vaccin contre la grippe saisonnière. Et il me semble qu'actuellement c'était modifié, il y a 2 souches de type A et 2 souches de type B. Alors, les cibles de la réponse neutralisante, c'est les cibles des anticorps spécifiques du virus de la grippe sont les glycoprotéines de surface, qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc l'hémagglutinine, c'est la glycoprotéine d'attachement du virus, et donc ce sont des anticorps contre l'hémagglutinine qui neutralisent le virus. La neuraminidase, c'est une enzyme qui coupe l'acide sialique à la surface des cellules infectées et à la surface des particules virales, et c'est ce qui permet une libération efficace du virus de la grippe à partir des cellules infectées. Parce que sinon, ce qui va se passer sans neuraminidase, la particule virale va quitter la cellule infectée et puis va juste se réattacher, parce qu'il y a plein d'acide sialique à la surface de la cellule.
Donc pour éviter ça, et ça c'est nul là, pour le virus de réinfecter une cellule déjà infectée, ça marche, c'est pas bon. Enfin, c'est bon pour nous, mais c'est pas bon pour le virus. Ok, donc pour l'hémagglutinine, la notion de sérotype, c'est pas si clair que pour les adénovirus et les rhinovirus. Donc les numéros ici que l'on a là, hop, ah no, come back. H1N1, H3N2, ce sont les sérotypes de l'hémagglutinine et de la néuraminidase. Mais si on a des anticorps contre le sérotype H1, en fait, ces anticorps ne sont pas capables de neutraliser toutes les souches de type H1. Parce qu'en fait, au sein de chaque grand sérotype, il y a pas mal de variabilité. Donc, pour les virus de la grippe, si on a différentes souches virales A à K et on va tester différents sérums, on va voir que notre premier sérum ici peut neutraliser les souches A et B. Notre deuxième sérum, il va neutraliser B, C et D. Et notre troisième sérum, D, E et F. Et tandis que mes deux autres sérums ici vont neutraliser J, HI et HIJ, et ainsi de suite. Donc on va avoir deux sérogroupes qui émergent. Waouh, j'ai refait, merde. Donc on va dire que donc ça c'est mon groupe H1 et ça c'est mon groupe H2. Mais en fait, un sérum spécifique de certaines souches du groupe H1 ne peut pas neutraliser toutes les souches du groupe H1. D'accord? Donc on a une variabilité au sein des sérotypes qui est importante chez le virus de la grippe. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que lorsqu'on regarde la structure de l'hémagglutinine, donc ça c'est un monomère d'hémagglutinine avec la tête globulaire HA1 ici et le domaine de fusion HA2 en bas. On voit ici dans cette poche-là, le petit truc en vert, là, ça c'est de l'acide sialique et la poche de fixation sur le récepteur se retrouve ici. Les différentes régions coloriées, ce sont les acides aminés qui ont muté d'une année à une autre en suivant les séquences du virus de la grippe dans le temps. Et en fait, ce que le virus a pu faire, c'est de muter tout autour de cette poche de fixation sur le récepteur, mais la poche elle-même reste identique. Donc toutes ces souches virales peuvent encore se fixer sur le récepteur et être infectieux, mais en fait les anticorps qui étaient spécifiques des souches de la grippe vont se coller ici ou là, et en fait ces mutations ici qui s'accumulent vont empêcher la fixation des anticorps, mais néanmoins maintenir l'infection du virus. Donc et ce qui se passe, c'est qu'on enclenche une sorte de course-poursuite entre les anticorps qui circulent dans la population susceptible, qui vont neutraliser le virus, mais le virus va muter pour accumuler des mutations d'échappement là sur les sites qui sont ciblés par les anticorps. Et le résultat de ça, c'est que les séquences d'hémagglutinine qui sont en circulation sont en évolution perpétuelle. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste faire un vaccin contre une souche de la grippe H1, une souche de la grippe H3, et comme ça, c'est bon, on est protégé. Parce qu'en fait, au sein de chaque sérotype, on a une évolution du virus. Et c'est ce qu'on appelle la dérive antigénique. Et c'est pour ça que la formulation du vaccin contre la grippe saisonnière doit être modifiée d'année en année. Et donc ça, c'est une diapositive qui commence à être un peu vieux maintenant, mais en fait, il a retracé les souches de virus de la grippe H3 et H1 qui ont été utilisées dans le vaccin entre 1970 et 2000. Donc périodiquement, on a dû changer la souche utilisée pour que ce soit plus conforme
aux souches qui étaient en circulation. Et 2 fois par an, il y a une réunion par le comité d'experts des infections par le virus de la grippe qui regarde les données et qui donne une prédiction sur, OK, à l'hémisphère nord, la prochaine saison grippale, on pense que ça va être cette souche-là qui va circuler. Et ça, on base la production de vaccins sur cette prédiction. Parce qu'il faut 4 à 5 mois de production pour fabriquer les lots de vaccins, plusieurs centaines de millions de lots pour les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière. Alors, cette prédiction est plus ou moins valable selon les années. Donc, il y a des années où, en fait, il y a un très bon match entre la souche utilisée pour préparer le vaccin et la souche qui circule vraiment. Dans ce cas-là, le vaccin est efficace. Il y a des années où le match entre la souche vaccinale et la souche qui circule réellement n'est pas très bonne. Et à ce moment-là, c'est pour ça que les gens disent bah ce vaccin contre la grippe ça marche pas, j'ai été vacciné, j'ai quand même été infecté. Et c'est parce que en fait, entre le moment où la décision a été prise, quelle souche mettre dans le vaccin, et le vraie infection, bah, le virus a muté encore. Donc l'efficacité du vaccin contre la grippe saisonnière est jamais 100% et c'est variable d'année en année. Mais néanmoins, ça marche un petit peu parce que c'est pas que des anticorps. On va rebooster aussi sa réponse immunitaire cellulaire. Donc ça, c'est la dérive antigénique chez le virus de la grippe. Et il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle le saut antigénique. Et ce qui veut dire qu'on a l'apparition soudaine d'une nouvelle souche du virus de la grippe contre laquelle personne n'a d'immunité. Et à chaque fois qu'on a eu l'émergence d'une de ces nouvelles souches du virus, on a eu droit à une pandémie grippale. Et il y en a eu plusieurs dans l'histoire du XXe siècle, et on a encore un en 2009, avec l'apparition de nouvelles souches de virus, plus ou moins pathogènes. Donc la grippe de 2009 était moins pathogène même que la grippe saisonnière, donc il a infecté énormément de monde, on n'a pas eu de vague d'infection. La souche H3N2 de 1968 était relativement pathogène, et la souche H1N1 de la grippe dite espagnole était extrêmement pathogène. Alors, ces nouvelles souches du virus de la grippe viennent soit d'une transmission de virus aviaire à un hôte, à l'être humain, ou alors l'apparition de virus mosaïque qui contient quelques segments génomiques d'origine aviaire et d'autres segments génomiques d'origine mammifère. Et ce type de réassortiment est possible à cause de la nature segmentée du génome viral. C'est ce qui permet, si on a une personne ou un animal qui est infecté à la fois par un virus de la grippe humain et un virus aviaire, et on a une cellule chez la même personne infectée par ces deux souches de virus, alors les deux génomes vont se répliquer au sein de la cellule infectée, et lors de la sortie du virus, on peut avoir l'apparition de particules virales qui portent un mélange de segments génomiques d'origine aviaire et humain. Et ça peut être super intéressant pour le virus, parce qu'il peut incorporer dans la même particule des gènes codant pour l'hémagglutinine avec un sérotype que personne n'a jamais vu, donc il peut infecter très efficacement tout le monde dans la population, et tous les autres gènes et quelques gènes d'origine humaine non structurale qui lui permettent de se répliquer de façon efficace dans les cellules humaines. Et donc on a tous peur, je pense qu'on a beaucoup moins peur que du virus de la grippe qu'il y a quelques années, mais néanmoins, l'une des préoccupations c'était d'essayer d'éviter d'avoir une nouvelle
pandémie grippale comme la grippe espagnole, parce que c'était un événement en santé publique vraiment avec un impact très très fort. Donc cette épidémie a démarré pendant l'hiver 1918-19, juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Sur 2 ans, on pense qu'il a provoqué 20 à 40 millions de décès sur une population mondiale de l'époque d'à peu près 1,5 milliard de personnes. Et on pense que peut-être un tiers de la population mondiale avait été infectée. Et donc, on avait un taux de mortalité peut-être à 5%, peut-être à 2,5%. Difficile à savoir parce que c'est difficile de connaître vraiment le nombre de cas infectés et le nombre de décès au niveau mondial. Donc, on avait un taux de mortalité qui était quelque chose comme peut-être 10 fois plus sévère que la grippe saisonnière. Alors, on voit qu'il y avait un impact très important. Donc, sur ces vieilles images, mais ça, c'est l'espérance de vie aux États-Unis en fonction de l'année de naissance, de 1900 à 1960. Donc, ça augmente, sauf pour ici. Et donc, ça, c'est l'impact de la grippe espagnole. Donc, si vous êtes né en 1918-19, votre espérance de vie a été fortement impactée parce qu'une infection quand vous étiez jeune, ça pouvait très vite être mortel. Une autre particularité du virus de la grippe espagnole, c'était ici on a le taux de mortalité en fonction de l'âge de la personne infectée. Et en pointillé, c'est pour la grippe saisonnière, donc un pic de mortalité chez les jeunes nourrissons et les personnes âgées. Donc on a une courbe en forme de U, tandis que pour la grippe espagnole, les pics étaient plus élevés, surtout chez les jeunes, et on avait une pic de mortalité chez les jeunes adultes, qui normalement étaient plutôt résistants à la grippe saisonnière. Donc on avait beaucoup de jeunes adultes tués par la grippe espagnole. Alors, quelle était l'origine de ce virus? Bon, ce n'était pas l'Espagne. Les cas de cette nouvelle maladie ont été rapportés d'abord dans la presse espagnole, parce qu'en France, en Allemagne et en Angleterre, la presse était contrôlée par la censure à cause de la guerre. Donc, les mauvaises nouvelles comme ça, on ne voulait pas trop en parler, quoi. Donc, les premiers cas ont été décrits parmi des soldats et des gens qui rentraient de la guerre dans la presse espagnole. C'est pour ça qu'on l'appelle la grippe espagnole. Alors, les premiers cas, on a l'impression qu'il y a une sorte de petite dispute entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Tout le monde veut que ce soit son virus à lui. Donc, les chercheurs américains ils disent que c'est nous qui avions le premier cas dans une base militaire aux États-Unis. Et les chercheurs britanniques disent oh non, 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 nous on a eu les premiers cas en 1916-17 en Angleterre, en France et en Angleterre. Donc toujours est-il que, quelle que soit l'origine du premier cas, les conditions dans les tranchées étaient extrêmement propices à l'adaptation d'un virus à un nouvel hôte. Il y avait beaucoup de gens les uns sur les autres dans une petite zone, avec des conditions d'hygiène qui n'étaient pas très bonnes. Et ça, c'était vraiment parfait pour permettre à un virus qui, à la base, n'est pas super infectieux pour l'être humain, de s'adapter. Parce qu'on a mis plein de gens à proximité, dans des mauvaises conditions d'hygiène et avec relativement peu de regard pour les questions de santé générale. Si on allait se faire tuer par des bombardements, la semaine suivante, on ne s'occupait pas tellement de savoir si un tel toussait un peu beaucoup, quoi. Donc voilà, donc on avait conditions dans les tranchées qui ont favorisé l'adaptation du virus à l'être humain. Deuxième chose, à la fin de la guerre, les troupes étaient démobilisées et rentraient chez eux, en emportant le virus avec eux. Donc pour la première fois, on avait des transports maritimes sur de longues distances, qui a permis à cette épidémie de s'installer sur le continent européen et le continent nord-américain. Alors pourquoi le virus est-il si méchant? Donc ça, c'est une question qui a exercé pas mal de l'esprit. Et on a pu regarder cette question-là parce qu'on a réussi à extraire l'ARN à partir de cadavres de personnes tuées par le virus. Et je pense qu'ils étaient enterrés dans le permafrost en Alaska ou un truc comme ça. Donc on a pu faire une extraction d'ARN
et récupérer le génome du virus et le séquencer. Et ensuite, par une approche de génétique inverse, on a pu créer des virus recombinants, ici, avec une souche de la grippe normale, mais chez lequel on a remplacé l'hémagglutinine par l'hémagglutinine de la grippe espagnole. Et donc on a fait, enfin c'est plutôt le chercheur principal ici, ça va être Kawaoka. On a infecté les souris. Bon, ça c'est témoin non infecté. Ça c'est la souris infectée avec le virus de grippe normal. Et ça, ce sont les souris infectées par le virus de la grippe exprimant l'hémagglutinine de la grippe espagnole. Alors là, une pathologie pulmonaire vraiment très très sévère ici et pas là-bas. Donc l'hémagglutinine elle-même a été associée à une pathologie accrue. Alors cette manip super dangereuse, donc qui était effectuée dans un laboratoire de biosécurité BSL4, et elle est super dangereuse parce qu'ils ont pu regarder les taux d'anticorps neutralisants contre cette hémagglutinine de la grippe espagnole en fonction de l'âge de naissance des personnes. Donc en fait, en noir, c'est le taux d'anticorps neutralisants contre la grippe H1 espagnole, et en blanc, c'est les taux d'anticorps neutralisants contre la grippe H1 en circulation actuelle. Donc les gens qui avaient un bon taux d'anticorps anti-H1 pour le virus moderne, ils neutralisent que dalle le virus de la grippe espagnole. Et les seules personnes qui avaient un taux d'anticorps neutralisant contre la grippe espagnole, c'est des gens nés avant 1920, quoi. Et la manip a été effectuée en 2004. Donc ça, c'est une illustration de la mémoire immunologique. Les gens, des personnes âgées, avaient encore des anticorps neutralisants 80 ans après l'infection. Donc, ce qui veut dire que si ce virus avait échappé du laboratoire, personne, sauf de très très vieilles mamies au Japon, n'avait d'anticorps neutralisant contre le virus. Donc, il pouvait vraiment infecter tout le monde et provoquer des maladies très très sévères. Donc, tout le monde a peur de ça. Tout le monde a peur de voir la nouvelle grippe espagnole arriver. Donc, c'est pour ça qu'on a un plan de surveillance contre les grippes aviaires hautement pathogènes. Parce qu'on se dit, si jamais on a une grippe aviaire hautement pathogène qui arrive à infecter l'être humain et être transmissible, voilà, c'est ça, on va être confronté à la nouvelle grippe espagnole. Donc on a un plan de surveillance contre les souches de grippe aviaire hautement pathogène. Et donc pendant une bonne douzaine d'années, c'était la souche H5N1 ou le sérotype H5N1 qui circulait en Chine. Ensuite, la transmission de ce virus hautement pathogène a été contrôlée dans les élevages, mais ensuite a été remplacée par une nouvelle souche et ensuite par une autre. Et donc, ces souches de grippe aviaire hautement pathogène peuvent de temps en temps infecter les personnes. Donc, pour la H5N1, on avait un CFR de 50%. Pour la H7N9, 39%, mais qui a infecté un peu plus de monde. Et pour la H5N8, apparemment, ça tue personne pour l'instant. Alors, la stratégie de lutte, donc on va surveiller les fois d'infection chez les oiseaux et chez les personnes qui travaillent sur les élevages, des contacts directs. La plupart de ces cas et des décès, ce sont des gens qui travaillaient directement avec des canards ou les poulets en élevage. Et faut aussi reconnaître que l'élevage intensif, ce sont des conditions parfaites pour la transmission d'un virus. Donc les gens qui travaillent directement avec des oiseaux infectés, c'est eux qui étaient infectés. Il y a quelques cas de transmission humain-humain. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est tracer les contacts des premières personnes infectées et voir s'ils vont développer des symptômes ou les mettre en isolement. Avant ça, on peut leur donner un traitement antiviral à titre préventif pour prévenir les infections.
Sinon, un autre truc à faire, c'est de vacciner tout le monde contre la grippe saisonnière. Les gens qui travaillent avec des oiseaux infectés. Pourquoi? La vaccination ici n'apporte pas de protection contre le virus aviaire. Mais l'idée, c'est que ce que l'on veut éviter, c'est d'avoir la même personne infectée à la fois par le virus aviaire et le virus de la grippe saisonnière. Parce que c'est ça qui peut permettre l'émergence d'un nouveau réassortant. Donc, si on vaccine tout le monde contre la grippe saisonnière, on minimise les chances qu'une personne infectée par la H5N1, grippe aviaire, va aussi être infectée en même temps par un virus de la grippe humaine qui peut nous donner de nouveaux supervirus. Et finalement, ce qui est prévu, c'est de développer de nouveaux vaccins contre ces souches si jamais ils commencent à circuler dans la population. Et on pense que ça va prendre 6 mois à 1 an pour le faire. Donc ça, c'était le plan de lutte contre le virus de la grippe hautement pathogène. Et personne n'avait vraiment mis en place un truc contre les coronavirus. Donc on faisait tout ça pour les grippes aviaires. On n'a pas fait de plan contre les coronavirus pathogènes. Ok, donc ces infections, ces pandémies grippales sont un exemple d'un virus qui change d'hôte et qui provoque une pathologie sévère dans le nouvel hôte. Et ça c'est en lien avec une ancienne théorie en maladies infectieuses et en parasitisme qui dit que lorsqu'on a une relation durable entre un pathogène et un hôte, on a une coévolution entre les deux et le pathogène va devenir moins nuisible et l'hôte va supporter la réplication de son pathogène sans vraiment essayer de l'éliminer trop. Et donc on a une sorte d'équilibre où le pathogène arrive à se répliquer, mais en fait il fait pas trop mal. Et si ça c'est vrai, ça veut dire que toutes les infections hautement pathogènes sont en quelque sorte des accidents. Ce sont des événements récents avec un nouveau pathogène qui arrive dans une population. Et ça, c'est certainement le cas pour ces infections virales hautement pathogènes comme la rage ou les différentes espèces de virus Ebola, car l'hôte naturel, c'est la chauve-souris qui peut être transmis à l'être humain soit directement, soit via un hôte intermédiaire, les chiens pour la rage ou les primates pour les virus Ebola. Le VIH, c'est aussi un cas semblable avec un nouveau virus qui était arrivé dans la population humaine il y a une centaine d'années. Et voilà, on a du mal à s'adapter à ce virus et le virus a du mal à s'adapter à nous. Le SARS coronavirus 1, on savait déjà il y a 20 ans qu'il y a un hôte naturel chez les chauves-souris et une nouvelle infection fortement pathogène qui pouvait se transmettre à l'être humain. Donc pour la grippe, c'est des souches aviaires qui peuvent se transmettre à l'être humain et provoquer des pandémies. Pour la variole et la rougeole, qui sont des virus uniquement humains, fortement pathogènes, on n'a pas vraiment d'idée quel pouvait être l'hôte animal en particulier. Donc néanmoins, pour un certain nombre, et surtout pour les virus émergents, la pathologie humaine est souvent liée à la transmission d'un virus animal à l'être humain, c'est-à-dire un zoonose qui se transmet à nous. Et un truc qui est un peu frappant, c'est que on a souvent les chauves-souris qui sont là. Donc la question est qu'est-ce qu'il y a de si génial chez les chauves-souris qui leur permet d'être le réservoir pour toutes ces infections hautement pathogènes. Et donc ça, c'est une question qui était regardée par différents chercheurs. Et en fait, récemment, on a en quelque sorte fait le lien entre le mode de vie de ces petits mammifères qui les met un petit peu à part de la plupart d'autres. Parce que les chauves-souris ont une très forte, ont un métabolisme très très actif et rapide,
parce qu'ils volent, c'est comme des petits oiseaux, ça vole et ils dépensent beaucoup d'énergie dans le vol. Mais en fait, ils supportent leur tissu musculaire et cardiovasculaire supportent assez bien ce très fort niveau métabolique, ce qui n'est pas le cas pour d'autres petits mammifères. Et d'ailleurs, en fait, ils ont une durée de vie qui est assez longue pour un tout petit animal. Et ça, c'est lié à une sorte de faible niveau d'inflammation qui est provoqué par l'infection virale chez les chauves-souris. Et apparemment, l'idée, ce qui semble être lié à une différence dans cette protéine-là, le NLRP3, qui provoque ce qu'on appelle la pyroptose suite au stress cellulaire et suite aux infections virales. Donc la pyroptose, c'est la mort cellulaire programmée, mais qui est pro-inflammatoire, avec la libération de l'interleukine 1 bêta. Donc l'idée, c'est que les chauves-souris se sont adaptés à un mode de vie avec une forte activité métabolique liée au vol, à leur nature volatile. Et pour survivre à ce stress métabolique constant, c'est la mutation de NLRP3 qui était important pour éviter que l'activité métabolique intense ne stresse pas trop des cellules, le système cardiovasculaire et musculaire. Et la conséquence de cette adaptation pour les infections, c'est que les infections virales chez les chauves-souris ne vont pas provoquer beaucoup d'inflammation. Donc ça, c'est un peu, en tout cas pour moi, c'est la meilleure explication mécanistique pourquoi les chauves-souris sont le réservoir de ces virus qui sont hautement pathogènes pour nous. Oui. Pour les oiseaux? Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le cas pour les oiseaux, mais on n'a pas beaucoup de transmission de virus aviaires chez un être humain. Mais eux, ce sont des mammifères, donc les virus sont un peu plus adaptés à nous que la plupart des virus aviaires. Mais chez les mammifères, ils sont un peu particuliers, quoi. Il y a d'autres questions derrière? Non? Ok. Ok, donc il y a quelque chose de particulier chez les chauves-souris. Et là, à présent, c'est la meilleure explication. Ok. Et donc tout ça, ça va nous mener pour les 15 dernières minutes au SARS-CoV-2. Alors, pour faire ça rapidement, il faut peut-être que je me dépêche. Donc, il faut connaître qu'on a des coronavirus humains qui circulent dans la population. Et jusqu'à il y a un an, jusqu'il y a 2 ans, on avait 4 espèces de coronavirus humains connus, 2 du genre alpha coronavirus et 2 du genre bêta coronavirus. Et on avait également identifié quelques nouveaux bêta coronavirus, le SARS-CoV-1 qui n'existe plus, qui a provoqué une épidémie en 2002-2003, le MERS coronavirus qui persiste encore au Moyen-Orient, c'est transmis à l'être humain par les chameaux, et le grand gagnant de tout, le SARS coronavirus 2. Donc, comme tout le monde sait, Covid-19, c'est la maladie. Le nom du virus, c'est SARS-CoV-2 pour coronavirus provoquant le syndrome aigu respiratoire sévère. Ok. Donc, les coronavirus, c'est quoi? Ce sont des virus ARN brun plus avec une particule de forme sphérique enveloppée, mais néanmoins avec une nucléocapside hélicoïdale qui forme une sorte de filament qui s'enroule à l'intérieur de la particule virale. Alors, en microscopie électronique, on voit la glycoprotéine de spike qui forme une sorte de couronne à l'extérieur de la particule, et c'est ça qui donne le nom du virus, ou de ce genre, ou même la famille de Coronaviridae. Donc la particule virale a une structure très simple, nucléocapside à l'intérieur, glycoprotéine de spike à l'extérieur, et 2 protéines dans la membrane, la protéine M et la protéine E.
Alors, la glycoprotéine S, c'est la protéine d'attachement et d'entrée. Et différentes espèces de coronavirus utilisent différents récepteurs. Donc, le SARS coronavirus et le SARS-CoV-2 utilisent le récepteur ACE2, qui est le angiotensin converting enzyme. Mais c'est pas pour ça que ces virus-là sont fortement pathogènes ou plus pathogènes que les virus, les coronavirus humains, parce qu'on a une des espèces de alpha coronavirus humain qui utilise exactement le même récepteur. Donc c'est pas ça qui est responsable de la pathologicité. Alors, quelles sont les pathologies provoquées? Pour les coronavirus saisonniers, on a des infections respiratoires plutôt banales, mais dans une minorité des cas, ils peuvent provoquer des pneumonies ou voire des gastroentérites. Et en fait, avant l'apparition du SARS-CoV-2, on avait 10% des infections respiratoires chez les enfants hospitalisés qui étaient provoquées par des coronavirus humains. Donc les coronavirus humains, ils ont déjà un certain potentiel pathogène. Et les personnes à risque pour les formes plus sévères sont les enfants, personnes âgées, les personnes immunodéprimées. En fait, assez semblable aux populations à risque pour les formes sévères de SARS-CoV-2. Alors, les symptômes pour les enfants en ville, congestion nasale, ok, on a le nez bloqué, tout, mais très peu avec la fièvre, très peu avec un sifflement au poumon. Donc plutôt réplication virale dans les voies respiratoires supérieures. Chez les enfants hospitalisés, on a un peu moins de congestion nasale, plus de fièvre et plus d'infection dans le poumon. Donc ça, ce sont des données de 2018 à New York. Alors, les nouvelles infections, donc on avait il y a 20 ans une épidémie le premier SARS coronavirus qui a provoqué quelques milliers d'infections au sud de la Chine et un peu dans la diaspora chinoise. Cette fois-ci, donc on a une phase d'incubation un peu plus longue que le virus de la grippe, fièvre pratiquement chez tout le monde, toux sèche, myalgie et réplication dans le poumon pratiquement chez tout le monde. Mort dans 6,5% des cas. Donc taux de mortalité, CFR assez élevé là. Et si on regarde bien, taux de mortalité par tranche d'âge, vraiment des chances de mourir plus élevées chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes. Donc pareil, très semblable de ce qu'on a vu avec le SARS-CoV-2, mais probablement 10 fois plus pathogène ici, le SARS-CoV-1. Alors, pour le SARS-CoV-2, donc on est infecté, on a une phase d'incubation 5, 6, 7 jours. Ça, c'est intéressant. Donc, vous avez un cas contact et ensuite, 2 ou 3 jours après, vous dites « Oh, mais je suis parfaitement bien. J'ai rien, moi. » Mais en fait, vous pouvez être infecté, vous êtes dans la phase d'incubation. C'est pour ça qu'on dit « Ok, on doit rester… » À un moment donné, on disait « Il faut rester isolé pendant 14 jours. » C'est 2 fois la durée de la phase d'incubation moyenne, pour voir si on n'allait pas développer des symptômes plus tard. Alors, premier symptôme, fièvre, toux, fatigue, myalgie, assez peu spécifique tout ça. Donc ça peut être de la grippe. Le truc qui est vraiment particulier, c'était la perte de goût, odorat, vraiment ça, vraiment très très spécifique. Donc si vous avez ça, ok, même pas la peine de faire un autotest, c'est bon là, vous êtes positif. Ensuite, il se passe 2 choses. Donc soit vous allez mieux, et c'est tout bien, soit en fait vous allez rentrer dans une sorte de phase pro-inflammatoire où vous allez avoir difficulté de respirer et avec une proportion de patients qui ont besoin d'être sous oxygène ou sous assistance respiratoire et hospitalisation. Et ces symptômes-là semblent s'empirer après une semaine de cette première phase symptomatique. Et ça, c'est lié peut-être, où on pense à la réponse inflammatoire du système immunitaire, qui va finir par être pathologique. Alors, quelle est vraiment la pathogénicité ou de SARS-CoV-2? Donc, en quelque sorte, quel est le CFR? Donc, là, j'ai regardé les données il y a
1 ou 2 jours. Donc jusqu'à avant-hier ou hier, on avait 20 millions de cas, 23 millions de cas en France et en 140 000 décès. Si on divise ça par ça, ça nous donne 0,6%. Et ça, c'est pas vraiment le CFR parce que ça dépend si on compte bien tous les cas ou pas. Donc, si on compte pas tous les cas, on va surestimer notre CFR. Et initialement, au début de l'épidémie, on avait un délai entre le diagnostic et les décès, et donc on avait une sous-estimation de notre CFR. Alors, et c'est pas la même chose que l'IFR. Donc, mais bon, là, les données que l'on a actuellement, c'est une assez bonne mesure. Mais en 2020, la meilleure estimation que j'ai vue, c'était un papier par des épidémiologues de l'Institut Pasteur et qui avait analysé toutes les données en France jusqu'en mai 2020. Et là, ils avaient calculé la probabilité d'être hospitalisé si on était infecté et la probabilité de mourir si on a été hospitalisé en fonction de l'âge. Et avec ça, ils ont donné une estimation de l'IFR en fonction de l'âge. Donc, chez les jeunes adultes de moins de 30 ans, comme vous là, votre IFR, à peu près 0,01%. Une personne sur 10 000. Donc, si on avait toute la population étudiante de notre université infectée, on aurait eu 3 ou 4 décès, quoi. Mais ce risque-là augmente avec l'âge, ok? Donc, des personnes de plus de 60 ans, ça commence à être 0,8% en IFR. Et globalement, pour la population française, un IFR calculé pour la vague initiale de 0,5%. Donc, ce qui est préoccupant, mais okay, c'est 10 fois moins que le SARS-CoV-1. Alors, quelle est la situation actuelle? Donc, Donc, aux 2 premiers mois de cette année, au niveau mondial, il y avait facilement 2 millions de nouveaux cas par jour. Et avec ça, on peut donner une estimation du nombre total de génomes du virus produit par jour. Parce que on avait à peu près 10 millions de personnes activement infectées par jour. Et la charge virale que l'on retrouve, c'est 100 000 à 1 million de copies génomiques par ml de salive. Et vous le savez peut-être pas, mais on peut produire 1 litre de salive par personne par jour. Donc on multiplie ça, ça nous donne 10 puissance 15 à 10 puissance 16 génomes virales produits par jour. Donc les coronavirus, ils ne mutent pas beaucoup pour un virus ARN. Donc ils ont un taux de mutation qui est faible. Mais néanmoins, avec ce nombre de mutations de nouveaux génomes produits par jour, on génère 1 tonne de variantes nouveaux tous les jours. Alors, l'année dernière, oui, voilà, les variantes là. Donc, voilà ce que j'avais ma diapo de l'année dernière. Je lui ai dit, voilà, on va avoir la vaccination et tout le monde va être infecté. Donc, ce qui va se passer, c'est que la population sera moins susceptible et on aura une sorte de compétition darwinienne entre les variantes virales pour infecter mieux cette population préexposée. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place, une énorme collaboration internationale pour surveiller l'émergence de nouvelles variantes qui vont échapper aux réponses immunitaires. Donc ça, c'était l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc ça, c'est le nombre de cas par jour au niveau mondial entre début 2021 et actuellement. Donc ça va, ça vient, et puis bing, on a cette immense vague de nouvelles infections. Et aussi, en regardant quelles sont les souches virales en circulation, on commençait l'année dernière avec le variant alpha qui commençait à apparaître, avec les souches d'origine qui disparaissent petit à petit. Et puis pendant l'été, on a eu le delta qui devenait majoritaire. Et puis finalement, c'est l'Omicron qui est là, qui balaye toutes les autres souches, et puis c'est qui est responsable de cette vague d'infection. Alors, Omicron, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? En fait, là, c'est aussi sur le site de GSAID, on peut visualiser la structure 3D
d'un trimère de la glycoprotéine S en complexe avec le domaine de fixation sur le récepteur AS2. Et en fait, on voit que ce virus a incorporé énormément de mutations sur la glycoprotéine, sur la spike, qui ont des effets assez variés. En fait, ils permettent au virus d'échapper aux anticorps neutralisants qui ont été générés par la vaccination ou par une infection par la souche d'origine. Donc c'est pour ça que les personnes vaccinées peuvent être infectées par le Omicron, parce que il a été sélectionné pour infecter des gens avec des anticorps. Enfin, pas exprès, mais il a juste gagné la compétition darwinienne. La bonne nouvelle, c'est que ces mutations-là ne touchent pas les épitopes de lymphocytes T. Donc, si on est vacciné ou si on a été pré-infecté, on va néanmoins avoir une réponse T qui va permettre de mieux contrôler l'infection lorsqu'elle s'installe. Donc, c'est pour ça que, on dit que la vaccination protège pas forcément pas beaucoup contre l'infection par le Omicron, mais il protège contre les formes sévères. Donc, on n'a pas zéro protection, mais la réponse anticorps est très inefficace. On a la réponse T qui aide à limiter la casse quand même. Alors, les autres mutations, dont la glycoprotéine de spike, semblent rendre le virus plus contagieux, mais moins pathogène. Et ça semble être lié au fait que dans les modèles animaux, il se réplique mieux dans les voies respiratoires supérieures et moins bien dans les poumons. Et ça, c'est peut-être lié à une modification de son mode d'entrée dans les cellules. Donc, les coronavirus humains saisonniers, ils s'attachent sur le récepteur, ils rentrent par endocytose et la fusion membranaire est déclenchée par la protéolyse des domaines de fusion dans la spike et leur activation. Le SARS-CoV-2, souche initiale, ne rentrait pas comme ça. Il s'attachait sur le récepteur, ensuite il s'attachait sur le corécepteur, le TMP-RSS2, qui a une activité d'endopeptidase, et c'est cette peptidase qui clivait le domaine de fusion de la spike et qui déclenchait la fusion membranaire à la membrane plasmique avec la cellule. Or, on a pas mal de TMP-RSS2 dans les cellules épithéliales du poumon, et on en a relativement peu dans les voies respiratoires supérieures. Donc, ce qui semble s'être passé, c'est que l'Omicron, il a modifié un petit peu sa voie d'entrée, et le résultat, c'est qu'en fait, il est plus contagieux et moins pathogène, parce qu'il va se répliquer plus efficacement dans les voies respiratoires supérieures et moins efficacement dans le poumon. Et pourquoi c'est un avantage pour le virus? C'est mieux de se répliquer ici et d'être transmis plus efficacement. Donc en fait, je ne sais pas si c'est juste un heureux hasard ou si en fait c'était toujours inévitable que le virus allait évoluer de cette façon-là. Mais le fait est que maintenant Omicron, il a évolué vers une transmissibilité et une pathogénicité qui est plus proche des coronavirus saisonniers. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? On a observé l'évolution de la glycoprotéine de spike vraisemblablement sous la pression de la réponse immune, grâce à la vaccination et aux infections par des souches initiales. Et pour moi, ça ressemble beaucoup à la dérive antigénique qu'on a vue chez le virus de la grippe. C'est-à-dire que la population a été infectée par des souches qui circulaient il y a 2 ans, ou vaccinée contre ces souches-là, mais du coup, le virus va muter pour éviter des anticorps qui sont spécifiques de cette souche. Et du coup, on va engager une sorte de course-poursuite entre la réponse immune et le virus. Donc, si ça se passe comme pour la grippe, les personnes âgées vont rester susceptibles. Et peut-être l'avenir, c'est d'avoir une vaccination régulière des personnes âgées et éventuellement peut-être combinée avec la vaccination contre la grippe. Et un autre truc, c'est que si c'est comme la grippe, on va devoir reformuler le vaccin régulièrement parce que pour le faire
correspondent aux souches qui circulent actuellement. Mais une chose qui est claire, c'est que le SARS coronavirus 2 il a gagné le gros lot. Initialement, c'était un pauvre gars quelque part dans le marché à Wuhan qui s'est fait infecter avec un animal, on ne sait pas lequel. Donc on avait un génome viral qui a réussi à infecter une personne il y a 2 ans et demi. Et puis maintenant, il fabrique 10 puissance 15, 10 puissance 16 copies de son génome par jour, ce truc. Ok, dernier mot de la fin. Faut pas oublier le personnel médical, surtout dans les vagues initiales, a payé un lourd tribut à cette nouvelle épidémie, et en particulier le docteur Wenliang Li, ici. C'est un des premiers médecins à avoir soigné des patients. Il a signalé qu'il y avait un nouveau virus, une nouvelle pathologie qui circulait à ses collègues. Il était reprimandé par le bureau de sécurité publique de Wuhan parce qu'il a troublé l'ordre public. Malheureusement, il a chopé le virus et il est mort en février 2020 à l'âge de 33 ans. Donc voilà, le virus s'est adapté à nous, mais c'est pas sans un certain nombre de sacrifices et un nombre de décès assez conséquent. Ok, je vais m'arrêter là. Je suis à peu près dans les temps et on se voit bientôt dans les télés.